Encore merci de nous rejoindre pour cet atelier. Donc aujourd'hui, on va parler biodiversité et comment on structure une approche multisite. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place, structurer sa stratégie à des fins de reporting, mais surtout à des fins de préparation à l'action. Donc je vais commencer par vous dire qui je suis. Donc je suis Chamail de Biodiversity. On est une entreprise belge qui a été créée maintenant il y a 13 ans, en 2013. Et on opère aujourd'hui des projets dans 25 pays à travers le monde. Donc en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, également en Afrique. On est 35 salariés aujourd'hui. Donc essentiellement des scientifiques avec des bio-ingénieurs, des agronomes, euh, des, euh, des entomologues notamment, et qui sont appuyés par une équipe de développeurs informatiques et puis de quelques personnes au profil un peu plus business comme moi. Je m'occupe moi du marketing et ça nous permet comme ça d'avoir des solutions très innovantes. Et on a eu quelques prix, notamment on est labellisé Green Tech Innovation aujourd'hui en France. Des solutions que vous verrez qui sont plutôt spectaculaires aussi par la suite. L'idée chez le leitmotiv de biodiversité, c'est vraiment d'accompagner les entreprises, les ONG et les collectivités territoriales à créer de la valeur via la biodiversité. Donc faire finalement de la biodiversité un atout pour construire et pérenniser ces activités plutôt qu'un fardeau administratif. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, avant de commencer l'exposé, je voudrais savoir simplement un peu d'où vous venez, quel type de secteur, quel genre d'entreprise. Je vais vous donner la parole. Bonjour, c'est un peu bizarre de s'entendre parler. Je suis québécoise, je travaille dans une coopérative en écologie. D'accord. Super. On a des projets aussi au Canada, notamment à Toronto. Bonjour. Bonjour à tous, Paul Roussat, je représente le groupe Siliceo et on est dans l'énergie photovoltaïque, Super. installateur de panneaux photovoltaïques. Parfait. Ouais, des projets, merci. Et je vais parler un peu du secteur. Je vais aller un peu dans la salle. Bonjour. Bonjour, moi je suis Victor et je suis chinois en fait et je travaille pour une ONG maintenant, notamment en focus la transition écologique. D'accord. Super. J'ai peut-être une dernière personne. Madame. Bonjour, je travaille dans la logistique. Ouais. Quelques citations. Parfait. Comme ça permet un peu de situer. Je vais essayer d'être pertinent et parler de cas concrets qu'on rencontre chez Biodiversity dans différentes activités. Donc, aujourd'hui, la biodiversité, concrètement, effectivement, c'est un gros sujet pour les entreprises. On est à une époque où, concrètement, on a 73% de la biodiversité qui s'est effondrée en 50 ans. Heureusement qu'on ne parle pas d'être humain, parce qu'il est vraiment temps d'agir. Et l'idée, c'est comment mobiliser les entreprises pour tout simplement passer à l'action et commencer à régénérer et être beaucoup plus respectueux dans nos activités économiques de la nature. Pour ça, on va le voir, on a heureusement, c'est un sujet qui a bien maturé aujourd'hui. On va avoir des cadres méthodologiques, des technologies. On va voir comment tout ça s'articule et comment on peut agir en tant qu'organisation responsable. Donc aujourd'hui, en termes de méthodologie, on va beaucoup parler de l'IP et de la TNFD. Donc c'est simplement une méthodologie qui a fait ses preuves avec l'idée, c'est de savoir dans un premier temps, le L de l'IP c'est pour locate, évaluate, donc c'est concrètement comprendre ses impacts et dépendances, notamment de son activité et les interfaces avec la nature. Ensuite, c'est par rapport à ces dépendances identifiées, on va pouvoir déterminer quels sont les risques et les opportunités pour notre activité. Et l'idée ensuite, c'est de passer à l'action et de préparer un plan d'action, allouer des ressources et cibler les sites prioritaires pour, encore une fois, avoir un plan qui soit cohérent et surtout qui fasse avancer les choses. En fonction de la différentes phases de l'approche, on va utiliser des différents types de technologies. Donc soit ce qu'on appelle des solutions remote sensing, donc tout simplement des outils satellitaires et de l'imagerie avec air du temps oblige de plus en plus d'intelligence artificielle sur l'interprétation de la donnée. Et enfin, ce qu'on appelle ground truth, donc c'est de la donnée de terrain. On est bien derrière un écran de PC, mais de temps en temps, il faut aller sur site, savoir concrètement ce qui s'y passe, mesurer, comprendre les indicateurs, les interpréter pour implémenter vraiment des actions et faire changer bouger les choses.
Alors, ça commence bien. Donc, dans le cadre théorique, on a notamment dans le cas de l'IP, on a ce qu'on appelle le modèle donc PSRB. Donc, on va à la fois analyser les pressions sur la nature. Donc, ça va être par exemple la pollution, le prélèvement sur les ressources qu'on peut avoir. L'état de la nature, donc concrètement sur nos sites, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, les réponses, et donc de les mesures de mitigation qu'on a imaginées pour soit atténuer ou avoir une contribution positive sur la nature. Et enfin, quels seront les bénéfices écosystémiques de nos actions. Et tout ça, donc, on va le rentrer et alimenter nos outils de reporting en s'appuyant sur cette démarche. Donc ensuite, en fonction donc de la maîtrise que vous aurez de votre activité, de la maîtrise de votre chaîne de valeur, notamment et où vous en êtes, notamment vos opérations directes et vos interfaces avec la nature, on va avoir plusieurs échelles en fait de suivi. On va voir idéalement, on va plus vouloir analyser ce qui se passe au niveau des écosystèmes. Est-ce qu'on est en zone agricole? Est-ce qu'on est proche d'une forêt, d'une zone sensible? Est-ce qu'on est proche notamment de milieux aquatiques? Ou lorsque, par exemple, on sait qu'on a des fournisseurs, notamment sur un scope 3, on a des fournisseurs assez éloignés, on dépend de matières premières, mais on n'a pas la main mise en fait sur les opérations directes. On va soit fonctionner et travailler à partir des écorégions ou des biomes. Donc encore une fois, plus on a la maîtrise de sa chaîne de valeur, plus on va aller dans le détail au niveau des écosystèmes. Et c'est là où on aura des données bien entendu plus pertinentes pour passer à l'action en particulier. Donc une fois qu'on a fait ce travail, ce qui compte effectivement, c'est de savoir ce qui se passe notamment suivre et monitorer l'influence et l'impact de vos différents sites. Donc il faut aller au-delà du site, il faut comprendre les interactions et la contribution de votre site avec son territoire. Et en fonction d'une activité, une activité tertiaire par exemple aura un rayon d'influence moindre que si on est dans l'industrie ou dans l'agriculture. Et donc l'idée ça va être de pouvoir mesurer l'impact de son activité sur sa zone d'influence. Donc on doit le faire pour chaque site avec différents outils. Et bien entendu, plus on a de sites, plus ça va être complexe. D'où ensuite l'utilité d'avoir des outils pour savoir par où commencer et prioriser. Donc toujours dans le cadre de la TNFD, ce qui est d'ailleurs la même logique pour la CSRD ou SBTN ou pour notamment VSME qui est plutôt un framework adapté aux PME. On va se baser sur des indicateurs qui vont soit concerner la surface, tout simplement, le périmètre géographique sur lequel on évolue, les conditions de l'écosystème et enfin la connectivité, c'est-à-dire comment les différentes parties du territoire communiquent et la place qu'on laisse à la nature justement pour qu'il y ait ces flux notamment et laisser la place à la nature, notamment laisser la faune et les animaux concrètement pouvoir évoluer dans des endroits homogènes où ils peuvent tout simplement mener leur vie. Donc concernant aujourd'hui, dans le cadre de cet atelier qui est un format court, on va se concentrer surtout sur la condition de l'écosystème. Et donc, pour vous donner un type d'exemple de métriques. Donc les métriques, ça va comprendre concrètement la composition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a sur le site. On va faire donc des inventaires, on va essayer de comprendre quelles sont les espèces en présence. Est-ce qu'il y a des espèces invasives, quelle est la qualité, et commencer à analyser la qualité notamment par exemple végétale qu'on va voir sur un site et l'abondance. Ensuite, on va également raisonner en termes de fonctionnalité, par exemple en termes de sol. Quelles sont les différentes propriétés du sol, quelles sont sa capacité. On va pouvoir travailler sur la capacité carbone. Si on est en zone agricole, la capacité du sol, par exemple, à retenir du phosphore, ce qui va permettre de diminuer les intrants chimiques, etc., etc. Et enfin, la structure, notamment quand on raisonne plutôt sur un projet, par exemple, de restauration. On a des grandes superficies et donc on va être à un niveau, on va très high level et pour le coup travailler beaucoup avec de la cartographie aérienne. Et donc là, on va essayer de comprendre les différentes structures, notamment par exemple, on va analyser la canopée du haut du ciel et descendre comme ça par strates verticales et horizontales pour l'analyser.
là, juste pour comprendre un petit peu, donc tous ces indicateurs sont bien entendu, ils s'articulent les uns avec les autres et interdépendants. Là, on se retrouve en Belgique, d'où vient Biodiversity. Et on voit sur la cartographie, par exemple, qu'au nord, on a un écosystème très forestier. Et plus on va aller dans le sud, plus on va aller sur des zones agricoles et périurbaines. On voit ici donc un site qui est le petit rond ici que vous voyez, sur lequel on a en fait une zone d'habitation a été construite, alors qu'auparavant on avait un passage assez naturel des zones agricoles à la zone forestière, notamment il y avait pas mal de chevreuils, me disaient mes collaborateurs. Quand les habitations étaient construites, enfin, un geste naturel des habitants, ça a été simplement de clôturer, bien entendu, leurs propriétés, ce qui fait qu'il n'y avait plus de passage en fait sur pour les chevreuils et la faune, et ça a créé un petit goulot d'étranglement. Et donc il y a eu par la suite des aménagements qui ont été faits justement pour permettre d'ouvrir un petit peu les propriétés et permettre donc à cette faune simplement d'évoluer dans un habitat avec moins de pression pour eux. Donc voilà, c'est encore une fois, on arrive au niveau, on va dire, assez macro, en tout cas aérienne, sur les écosystèmes, et puis on va aller rapidement devoir faire face, lorsqu'on fait de la biodiversité, à des choses très concrètes, parfois, enfin, qui sont loin d'être triviales, comme une simple clôture, mais un aménagement peut avoir beaucoup de conséquences, en fait, sur un écosystème et les habitats et la biodiversité. Alors, on a vu donc tous ces indicateurs, les frameworks, comment ça fonctionnait. Pour nous aider, donc, on a heureusement des technologies. Il faut savoir qu'historiquement, on est la seule chose quand on voulait étudier l'environnement, la nature, il fallait envoyer un écologue sur place. Donc aujourd'hui, on outille concrètement ces écologues. C'est un petit peu comme en médecine, on a fait de la médecine depuis l'Antiquité. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal d'outils, notamment la radiographie, ce qui aide pas mal aussi à aider et à nous soigner mieux. Et c'est un peu la même chose pour la biodiversité et la nature. Donc on va avoir différents types de technologies, ce qu'on appelle encore une fois les remote sensing, avec en fait à distance, via des images satellitaires, on va recueillir beaucoup de données, ce qui est très intéressant, notamment pour avoir une idée macro high level. Et ensuite, selon les types d'actions qu'on va mener, on va avoir besoin de récolter de la donnée de terrain, avec notamment des données, donc ce qu'on appelle ground truth data. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, ici, si vous avez un site qui a été... donc là, on a envoyé concrètement un écologue sur place. Et voilà ce qu'on voit qu'on a, via la cartographie, on arrive à avoir un résultat aujourd'hui très pertinent et quasiment aussi précis qu'un écologue. D'où, encore une fois, là, on illustre simplement la pertinence de la technologie pour accompagner le travail des écologues et faciliter le travail d'analyse et de reporting pour les entreprises. Aujourd'hui, donc, on a un marché de la biodiversité, de la nature tech qui a beaucoup évolué. Il y a énormément d'acteurs qui se sont construits peu à peu. Nous, ça fait 13 ans. On est ce petit point-là, donc un petit grain de sable dans l'univers des solutions nature tech. Donc tout ça, c'est notamment, nous, on est sur l'écosystème des solutions de mesure de la biodiversité. Et l'idée, c'est qu'on va avoir différentes typologies en fait de technologies. Donc ça évolue très vite. Là, c'est un schéma qui date, par exemple, de 2019. Donc ça fait un petit moment. Et ça a évolué beaucoup. Donc l'ADN, c'était encore assez confidentiel, l'ADN environnemental. Et aujourd'hui, c'est un outil. Enfin, concrètement, si on le remettre sur la matrice, on serait pas loin d'ici. Ça a beaucoup d'impact. C'est aujourd'hui très mature. Nous-mêmes, on a des solutions que je vais décrire plus tard, basées sur la nature, qui s'appuient sur la technologie de l'ADN environnemental. Et c'est très performant pour identifier beaucoup d'espèces par ce moyen. On va parler de bioacoustique, on va des camera traps, donc qui vont identifier aussi notamment la faune sauvage en zone naturelle, parce que dès que forcément on met un humain dans une zone naturelle, les animaux ont tendance à se cacher. Donc on va avoir différents critères ensuite pour évaluer cette technologie. Est-ce qu'on a besoin de granularité de la donnée ou est-ce qu'on doit rester à de l'analyse au niveau? En termes de temporalité, est-ce qu'on a besoin savoir par exemple au cours de l'année combien on a eu de passages de telle espèce? Est-ce que on a besoin justement d'avoir quelque chose à la minute près quasiment? Quels taxons on va devoir évoluer, quelles géographies sont couvertes par ces différentes technologies. Donc en fonction de ça, on va pouvoir s'orienter vers telle ou telle technologie.
Par exemple, je sais pas, vous travaillez, vous m'avez dit tout à l'heure sur la filière cacao, Judith. Quel type de technologie vous utilisez, vous, pour mesurer l'impact de vos actions? Pour mesurer la biodiversité de nos actions, bah justement, on est en train de développer des technologies. Pour l'instant, la seule technologie qu'on met en place pour l'ensemble de nos coopératives, c'est le suivi satellite. Donc on commence à demander aux coopératives, c'est en train d'être achevé de cartographier l'ensemble de leurs parcelles pour suivre notamment la déforestation. Mais on en est plutôt à ce niveau-là. Sur des technologies high level, à haut niveau. Oui. Et après, il y a des programmes très spécifiques où on a d'autres solutions, mais pas au niveau général. D'accord, super, merci. Quelqu'un a des critères un peu différents, par exemple plus terrain sur la prise de mesure parmi vous? Oui. Au Québec, on utilise quoi alors? Présentement, au Québec, on est parti sur le drone. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup ici. De la partie imagerie? Oui, partie imagerie, mais plus précisément à des hauteurs avec des pixels plus petites, donc plus précis. D'accord. Parfait. Merci. Et donc l'intérêt, encore une fois, voilà, en fonction de ce qu'on souhaite mesurer, si on est plutôt sur la fonctionnalité, si on est plutôt sur des problématiques d'inventaire, on va utiliser différents types de technologies, tout simplement. Donc par exemple, quand on va travailler sur la composition, on va être plutôt sur des technologies de caméra, ça comprend les drones, la bioacoustique également, que j'ai pas évoqué, ou encore l'ADN environnemental. Quand on est notamment sur la structure, un peu comme l'exemple de Judith chez Max Havelaar, on va beaucoup travailler avec, et qu'on travaille sur la question des déforestation, beaucoup avec LIDAR ou des images satellitaires. Et l'IDNA, ça peut être également très intéressant, comme on va le voir plus tard, sur la fonctionnalité notamment la fonctionnalité des sols. Selon le secteur de votre activité, je vais vous donner la parole tout de suite. L'ADN environnemental. Oui. Oui, l'ADN environnemental, d'accord, je vais décrire ce qu'est l'ADN environnemental. Tout simplement, on va prélever de la matière organique. Ça peut être concrètement de la terre, donc des échantillons de sol, de végétaux. Certains le font avec de l'eau de mer, parce qu'il y a des microparticules, et on va identifier donc dans cette matrice tout ce qui est vivant. Donc ça peut être dans le sol toutes les communautés microbiennes et fongiques. Ça peut être, comme nous on le fait à partir du pollen, je vais y revenir plus tard, toute l'ADN des plantes environnantes. On peut également avoir des traces d'animaux, d'insectes à partir de cette matière organique qui laisse des traces de cette manière. Voilà ce qu'est l'ADN environnemental. Et puis il y a différentes techniques. Nous, on utilise notamment la technologie du métabarcoding. Donc simplement, l'ADN est séquencé et puis on a notre échantillon et on va le faire matcher sur des bases de données pour identifier les espèces. Donc ensuite, en fonction de votre secteur, vous allez vous concentrer sur différents sujets. Par exemple, dans l'immobilier, on va beaucoup travailler sur la composition et pour ça sur les technologies d'ADN environnemental, encore de bioacoustique. On veut comprendre en fait l'impact d'un site, donc et l'occupation des sols et ce qui se passe sur place et l'impact sur la nature. Quand on va travailler dans l'agriculture, on va vouloir comprendre la nature de son sol, par exemple, savoir s'il est fertile, s'il est en bonne santé et comment il contribue soit par exemple à l'augmentation des rendements d'une culture ou comme on le fait sur un projet, à séquestrer du carbone, etc. Donc là, on va travailler plutôt sur soit de l'imagerie satellitaire, d'ailleurs, parce que dans le cacao, ça ne m'étonne pas que vous travaillez à partir de ça, ou l'ADN environnemental. Et enfin, quand on travaille sur la restauration de projets, donc à grande échelle, on va beaucoup être, encore une fois, sur l'imagerie satellitaire et LIDAR, le radar. Donc, on va avoir ces différentes solutions. Donc, je vais vous décrire. Alors, je vais faire un peu d'autopromotion parce que là, il s'agit de la plateforme de biodiversité qui s'appelle BioImpact, où on va pouvoir donc rentrer, référencer tous les sites et savoir à partir en se connectant sur différentes bases de données, comprendre quelle est la proximité d'un site par exemple avec des zones protégées, quelles sont les espèces en danger sur place, quelles sont les pressions notamment en termes de pesticides, quels sont les différents types d'habitats sur place. Donc
sans avoir à envoyer un écologue sur place déjà, pouvoir comprendre, et d'autant plus lorsqu'on a beaucoup de sites, quelle est la situation sur un site et savoir s'il est prioritaire ou pas par rapport à d'autres. Et comme ça, on va pouvoir passer à travers différentes couches de données. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on va pouvoir prioriser ces sites selon différents, donc soit un score global, mais on va pouvoir, par exemple, se concentrer. Moi, mon gros focus, je sais pas, dans le cadre de mes valeurs, on veut défendre, on veut protéger l'ours. Et on va être surtout sur les espèces prioritaires, notamment quand elles sont identifiées. Et partout où on a un site où il y a des ours à proximité, on va vouloir agir ici en premier. Si on est plutôt sur les habitats sous pression ou l'impact des activités, notamment, par exemple, une société industrielle va plutôt se focus sur, ou quelqu'un qui a un acteur de l'agriculture va beaucoup se concentrer sur l'impact de ses activités. Par exemple, on fait de la culture intensive, ça a forcément un impact sur les sols, sur l'eau, et donc c'est ça qu'il va falloir surveiller, là où il va falloir agir en priorité. Donc ce travail de priorisation, nous on l'a fait par exemple sur un client où il avait 6000 sites. Donc il faut savoir par où commencer tout simplement. Un site c'est déjà pas facile, mais quand on en a énormément c'est plus compliqué. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail de remote sensing, de priorisation, on a les sites prioritaires, il va falloir, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, aller récolter de la donnée de terrain. Et donc pour ce faire, on va utiliser différentes technologies, notamment les drones et l'imagerie. On va également travailler avec la bioacoustique. Donc, on est sur un site, on écoute ce qui se passe et en fonction des ondes, on va identifier et matcher des bases de données qui vont faire correspondre différentes espèces. L'ADN environnemental que j'ai décrit donc tout à l'heure. Et pour vous donner un petit exemple, selon les taxons qu'on va analyser ici, par exemple les insectes, les différentes technologies vont pas être aussi performantes. Si on prend donc le cas des insectes, si on se concentre sur l'ADN environnemental, on va être très bon en couverture géographique, ça va permettre de couvrir de grandes surfaces. Par contre, on va être sur un temps relativement long, et donc si on a besoin de la donnée très fréquente, on va plutôt s'orienter sur de la bioacoustique par exemple, où le rayon d'action sera moindre. Par contre, on aura plus de détection, on saura quand on a détecté ces gens, notamment si on doit travailler sur les comportements animaliers. Donc là, je vais rapidement passer un petit peu sur les activités de biodiversité, ce qu'on fait. Donc on est capable, nous, concrètement, d'accompagner nos clients, entreprises, ONG, collectivités, sur l'ensemble de leur stratégie biodiversité, enfin de la stratégie jusqu'à l'action. Donc on va travailler sur la partie remote sensing, notamment on va se baser donc sur des données data, sur des données à distance pour prioriser et faire une première évaluation des sites. Ensuite, on va pouvoir, avec des solutions basées sur la nature, aller concrètement récolter et recueillir de la donnée terrain, et ensuite lancer des actions, à la fois donc avec des solutions et aussi donc du conseil et beaucoup d'ateliers notamment de construction et des solutions donc concrètes et technologiques. Donc ici, on a quelques use cases. Donc pour un client industriel, plutôt sur la partie énergie, transport d'énergie, on a travaillé par exemple sur la priorisation de plus de 6000 sites en Europe. Donc c'était un complet. On travaillait bien entendu avec la plateforme d'impact que j'ai présentée rapidement et les équipes techniques et opérationnelles pour comprendre un petit peu les différents impacts. Donc avec des ateliers, c'est très complémentaire en fait la partie expertise conseil et la technologie pour avancer sur ces sujets. On a des solutions donc basées sur la nature. Donc cette fois, on va aller récolter de la donnée sur site, notamment basée sur le comportement des abeilles. Donc ici, on va parler des abeilles domestiques, donc qu'on va utiliser un peu comme des drones naturels pour recueillir de la donnée à grande échelle. Avec concrètement 2 ruches, on va pouvoir couvrir une surface de 700 hectares, donc c'est 1,5 km autour d'un site. Et grâce notamment au pollen qu'elle ramène, on va pouvoir analyser toute la diversité florale ainsi que toute la pollution. Donc pollution agricole et industrielle. À titre d'exemple, on va pouvoir détecter et mesurer plus de 516 molécules de pesticides. On va pouvoir mesurer les hydrocarbures, les PFAS, les métaux lourds, et également savoir qualifier la biodiversité végétale, savoir quelles sont les espèces en présence, est-ce qu'il y a des espèces invasives, quelle est la qualité de cette biodiversité, est-ce que ce sont des plantes sauvages, donc qualitatives, qui participent notamment à nourrir les pollinisateurs, etc., ou ce sont simplement des plantes ornementales, voire néfastes si elles sont invasives.
On est donc sur des outils, notamment on a le petit frère un petit peu du biomonitoring où on va travailler avec les abeilles sauvages. Cette fois, on va travailler plutôt au niveau de la parcelle de 40 hectares et on va travailler sur la santé des pollinisateurs, détecter les polluants et la biodiversité à une moindre échelle, mais ça va être un petit peu moins précis, notamment moins exhaustif en termes de biodiversité parce qu'elles n'ont pas les mêmes comportements. Mais c'est un super outil de diagnostic au niveau de la parcelle. Qui mérite, qui est très pertinent quand on travaille notamment dans l'agriculture. Et enfin, on va travailler sur la fonctionnalité des sols, notamment grâce à l'ADN environnemental. On va faire des prélèvements et comprendre quelles sont concrètement les communautés fongiques et microbiennes. Et en fonction des objectifs, est-ce qu'on va viser du rendement, est-ce qu'on va viser de la séquestration de carbone, est-ce qu'on va viser la diminution de tel ou tel intrant chimique. On va identifier différentes communautés qui vont avoir un effet sur ces actions, sur ces fonctions, pour justement donner des recommandations et faire évoluer les propriétés d'un site. Donc ici, par exemple, alors on est sur un cas donc de restauration. On va mesurer donc l'évolution sur une année des différentes espèces, donc comprendre la qualité nutritionnelle d'un site. On va pouvoir travailler sur les aspects de la diversité entre un site conventionnel, en régénératif ou en zone naturelle. L'idée, c'est avec les actions se rapprocher, et si possible d'ailleurs là on fait mieux, par exemple dans cet exemple qu'en espace naturel, et la qualité également nutritionnelle et la qualité de la biodiversité. On va pouvoir également comparer le nombre de polluants et l'état, notamment la contribution d'un site. Donc on va pouvoir aller sur de la fonctionnalité, mais rapidement aussi travailler sur des considérations de connectivité, comme on le voit ici. Donc je vais pas pouvoir défiler tous les sites, mais voilà, on a on a concrètement une centaine de projets chaque année qu'on gère avec nos clients, sur lesquels on accompagne dans différents secteurs. Et je vous invite donc à venir sur notre site, sur notre stand qui est le centre D15, là-bas, pour poursuivre la discussion et notamment rentrer un peu plus dans le détail de vos sujets. Je vois qu'on a une question à gauche, non ? Donc nous, concrètement, chez Biodiversity, on a développé des outils, on a des canevas qui s'appuient sur des méthodologies robustes type CSCRD, TNFD avec la méthodologie LEAP. On accompagne nos clients, encore une fois, sur les aspects stratégiques et aussi très opérationnels, donc du conseil, de la stratégie jusqu'à l'action. Si vous souhaitez, alors pareil, on ira sur nos stands parce que le QR code est un peu tronqué ici, mais vous avez la plateforme qui est des offres d'essai. Si vous souhaitez tester un peu la plateforme, tester vos sites, vous pouvez le faire à partir de ce QR code et on en a bien entendu un chez nous. Voilà, et puis là, vous avez nos coordonnées. Et ravi de discuter de vos projets et comment on peut vous accompagner à mener des actions positives pour la nature. Merci beaucoup.